Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Bonjour et bienvenue dans le cockpit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Timothée Kwan, qui est cofondateur de Secondly, une entreprise ardéchoise qui mêle l'industrie, l'économie circulaire, des missions d'insertion sociale. Mais je lui laisserai le soin de nous en dire plus lui-même tout à l'heure. Bonjour Timothée, bienvenue et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Marion. Ce que je te propose, c'est tout simplement de te présenter et de raconter à nos auditeurs qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Et donc Timothée Kwan, moi j'ai 45 ans et j'ai créé avec Erwan le Yawank il y a près de 15 ans maintenant, Secondly, et donc c'était en 2012. Précédemment, moi, je travaillais en conseil en supply chain dans un gros cabinet avec que des boîtes du CAC 40 et j'avais envie d'entreprendre déjà et d'entreprendre pour avoir un impact social, environnemental. Travailler sur des grosses machines, être dans un milieu où il y a plein d'innovations, etc. Et je suis tombé sur le recyclage de matelas. J'ai commencé à creuser. C'est là où j'ai rencontré Erwan. On est fin 2011 et juin 2012. En 2012 sont passés les textes de loi qui obligeaient donc la REP, responsabilité élargie des producteurs de l'ameublement, qui rendait obligatoire le recyclage des produits à ameublement, donc tables, chaises, canapés et matelas. Et autant il existait déjà sur l'étagère des recycleurs de bois, de plastique, etc. Mais pour des produits complexes comme le matelas, il n'existait rien. Donc le projet qu'on a monté à l'origine, Secondly, c'est un site de démantèlement de matelas. Et donc depuis 15 ans, on a travaillé en fait sur toute la boucle, toute la chaîne de valeur, et on se positionne aujourd'hui sur l'économie circulaire du matelas, le démantèlement de matelas, récupérer des matières post-consumer, donc avec des matelas qui ont en moyenne 13 ans de durée de vie. On va derrière recycler ces matières et aller jusqu'à faire de nouveaux produits. Donc on a trois métiers et trois sites. Le site d'origine, on a créé dans le Nord un site de démantèlement. On a repris en 2016 un ancien site de fabrication de matelas en Ardèche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis basé en Drôme-Ardèche. Un plaisir d'avoir découvert cette belle région. Et on a depuis peu un dernier site près d'Angers. Donc, une quadrille avec trois sites. Donc, notre premier métier, qui est le démantèlement de matelas, on va démanteler environ un matelas sur trois en France. Okay. En France et Belgique. Donc, un matelas sur trois arrive soit sur notre site du Nord, soit sur notre site ardéchois. On parle de 3 000 à 4 000 matelas par jour qui arrivent. Et l'objectif, c'est qu'un matelas qui rentre est un matelas ce sont des matières qui sont prêtes à être expédiées au bout d'une heure, en moyenne. Okay. Donc, on a une petite stratégie du juste à temps assez importante. Et il faut savoir qu'au démarrage, ça n'existait pas, ce métier. Donc, on a tout créé, tous les process. Donc, ça, c'est le premier métier. Et je vous parlerai des enjeux de ce métier. Un deuxième métier qui est le recyclage des matières. Donc, on en fait des nouvelles mousses. En fait, on va prendre les mousses, on va les broyer, on va les recycler. C'est un très gros process industriel. Et on va faire des nouveaux panneaux de mousse qui vont servir en acoustique pour l'automobile, dans les Mégane et Scénic de Renault, par exemple, dans les contre-cloisons d'acoustique bâtiment. Donc, quand vous allez chez Leroy Merlin, vous pouvez trouver des produits Secondly en acoustique bâtiment. Et également des mousses pour l'ameublement, et ce qui nous amène à notre dernier métier qui a permis de faire revivre le savoir-faire de fabrication de matelas qu'on avait en Ardèche, à savoir fabriquer des nouveaux matelas avec une identité très claire, c'est des matelas où on essaie de maximiser l'utilisation de matières issues de l'économie circulaire. Super, merci beaucoup, c'était hyper clair, hyper complet, et merci pour le recadrage, parce que je vois toujours par ma lorgnette Drôme-Ardèche, mais c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas une entreprise ardéchoise. Moi, je la connais parce que c'est pas très loin de chez moi, mais merci d'avoir reprécisé ce contexte-là.
Alors aujourd'hui, Du... l'Ardèche est le vaisseau amiral, hein. On a 50 personnes en Ardèche sur un groupe de 80 personnes. Donc Hmm. le gros de la flotte est en Ardèche. Ok, bon, ça va. Ça va, Ouais. l'honneur est sauf. Ouh. Et du coup, type de clientèle, autant du B2B, je suppose, pour tout ce qui va être les matières, que du B2C pour les matelas. Vous vendez en direct aussi Ouais, auprès des... alors pour les matières, en fait, on va avoir quatre grandes typologies de clients. On a un premier client qui sont les éco-organismes. Quand vous achetez un matelas, vous Hmm. payez une éco-participation et c'est capté par un éco-organisme au niveau national. Et nous, on est en contrat avec eux. C'est eux qui nous approvisionnent en matelas et avec qui on doit justifier de la traçabilité des matières qui sont un déchet. Ensuite, on a des gens à qui on va vendre des balles de ressort, parce qu'il y a enfin, Hmm. des balles de ferraille. On va vendre des balles de latex pour aller faire des tapis pour vaches, par exemple. On va vendre des balles de polyuréthane pour aller faire de l'isolation de sous-couche de moquette, par exemple. Enfin, il y a plein d'applications possibles. Donc, notre savoir-faire est de travailler justement avec des transformateurs qui vont avoir des grosses capacités de prendre cette matière qui ne vaut rien et en faire un nouveau produit. Donc ça, c'est pour la clientèle, pour le démantèlement, mais dès qu'on passe au niveau de la transformation, là, en fait, quand on démarre notre ligne, il faut savoir qu'on fait quasiment un camion dans la matinée, quoi. Donc, Hmm. on est obligé, d'une certaine manière, de travailler avec des très, très gros acteurs. C'est pour ça qu'on travaille avec l'automobile, c'est pour ça qu'on travaille avec les grandes surfaces de bricolage. C'est qu'on a besoin de gens qui sont capables de nous prendre énormément de volume. Donc, quand on travaille avec l'automobile, je ne vous fais pas de dessin, mais on parle excellence opérationnelle. Quand on parle avec la GSB, on est plutôt dans l'excellence de la supply chain. Nos derniers clients sont du B2B ou du B2C pour la fabrication de matelas, parce qu'on a Hmm. développé depuis 2 ans maintenant une belle gamme de matelas issus de l'économie circulaire et qu'on vend en direct aux particuliers. Hein. Si vous êtes en Drôme-Ardèche, vous pouvez, sur rendez-vous, venir acheter un très bon matelas chez Secondly, à Flaviac. Sinon, on vend via des distributeurs et partout en France nos matelas. Ok. Donc, une palette de clients assez large avec des attentes complètement différentes. Et ça, voilà, c'est pas toujours simple à gérer, mais il faut réussir à être très clair sur quel est le juste niveau d'attente du client pour apporter le juste niveau de réponse. Mais ce que j'allais dire, c'est en fait, ça rajoute un challenge supplémentaire parce que bah, forcément, plus on multiplie les attentes et les typologies de clients, et ben plus il va falloir aussi garder de la flexibilité, s'adapter et être très agile malgré une entreprise voilà, de taille, on va dire, un peu moyenne. Tu disais sur Flavia qu'une cinquantaine de salariés qui finalement bah, produisent beaucoup de choses, enfin, dans les trois métiers et dans les multiples types de clientèle, ça fait beaucoup de produits en fait qui sortent de chez vous différents. Ouais, mais en fait, c'est ce qui fait la force d'un modèle Hmm. économie circulaire, c'est que nos propres métiers sont clients-distributeurs du suivant. Et en fait, on intègre directement dans nos process les contraintes du métier suivant. Et en fait, nos contraintes en interne sont les contraintes de nos clients. Donc, on arrive à avoir ce niveau de compréhension des demandes clients et ce niveau de réactivité, voire on les anticipe, justement du fait de ce métier, non pas en économie linéaire, où on a un produit qu'on achète, qu'on transforme et qu'on revend. Nous, en fait, on ne travaille qu'avec nos propres gisements. Derrière, voilà, on a une très bonne connaissance de comment réagissent le produit, comment on le travaille Hmm. et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, on a aussi en capacité d'accompagner nos clients qui ne savent pas forcément exactement sur voilà, comment bien définir leurs besoins. C'est pas juste une fabrication de produits, il y a vraiment une expertise derrière des matières et C'est des possibilités. C'est top. Et du coup, alors comment ça se passe? Parce que du coup, avec Erwan, vous avez votre idée, vous commencez à regarder tout ça, et puis on arrive dans le dur où là, bah, on essaye de réindustrialiser, de reprendre des process, d'être avec des machines. Enfin, comment on passe de l'idée à la pratique? Est-ce qu'il y a des gaps? Est-ce qu'il y a des surprises, des bonnes surprises, des mauvaises surprises?
Alors, des surprises, il y en a tous les jours, ouais. Non, c'est un vrai défi, hein. Créer ex nihilo une activité industrielle en France aujourd'hui, qui plus est dans un domaine qui n'existe pas, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, on va pas se cacher. Euh, le métier du démantèlement de matelas, l'enjeu numéro un, c'était comment on fait pour construire des machines pour industrialiser le démantèlement. Au début, on a commencé avec une table et un cutter. La France étant le premier pays à avoir légiféré ce métier, il a fallu qu'on développe et qu'on invente les process industriels. Aujourd'hui, un opérateur ne touche même plus la matière. Donc, on a développé des process pour démonter le plus rapidement possible, le plus efficacement possible les matières. Derrière, il faut trier efficacement. Et on va trier, si on met trop de temps à trier, c'est que ça devient un coût. Et en permanence, il faut réussir à trouver la bonne adéquation entre la valeur qu'on peut tirer de la matière et le temps passé à trier. Et ça, c'est des ajustements. Le juste milieu. Bah, c'est toujours la question. On cherche toujours la recette parfaite à appliquer, mais c'est souvent des questions d'équilibre en fonction des contextes. C'est difficile de dire la bonne formule, c'est celle-là, et il faut l'appliquer, et tous vos problèmes seront réglés. Non, ça marche pas très bien. Non, ça marche pas. Ouais, c'est beaucoup de test and learn, hein. Enfin, on essaye. On essaye de ne pas se prendre 2 ni 3 fois le même mur dans la figure et on s'adapte. Et du coup, alors, on parle d'une temporalité qui est peut-être un peu loin maintenant, parce que je suppose que vos process maintenant sont quand même un peu plus ancrés. Mais comment vous faites vivre en fait cette culture de se dire test and learn, comment on implique par exemple des collaborateurs, comment on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, c'est quoi un peu l'état d'esprit derrière tout ça, comment vous fonctionnez? Alors, je dirais qu'on a beaucoup fonctionné à la fuite en avant au démarrage, parce qu'il fallait déjà que le modèle soit rentable. Donc, il fallait trouver le niveau de rentabilité qui était bon et autant dire que les premières années, en fait, on faisait du 100%, on doublait notre activité chaque année et c'était pas suffisant pour atteindre les seuils de rentabilité. Donc, on avait une urgence à démanteler des matelas, notamment. En fait, par exemple, en 2016, donc on est arrivé à Flaviac, on a récupéré le savoir-faire de fabrication de matelas, on a récupéré un bel outil de transformation. Sauf qu'en fait, on s'est pris un mur monumental, les clients ne voulaient pas les produits, le marché n'était pas là, et on est repassé au bout de 11 mois en redressement judiciaire. De là, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, c'est douloureux, etc. On s'est concentré sur nos fondamentaux. Nous, ce qu'on maîtrisait, c'était le démantèlement. Donc, on s'est concentré à développer et à faire de notre mieux sur le démantèlement. À partir de là, on a réussi à préserver et à sécuriser le savoir-faire et en même temps, on a lancé des gros projets de R&D. Dès 2018, on a lancé des projets de R&D pour qualifier nos mousses en ameublement. Dès 2018, alors qu'on sortait à peine de notre plan, on lançait de la R&D avec l'automobile. Et en fait, c'est des cycles extrêmement longs. L'automobile, on l'a vraiment sorti à partir de 2022. Donc, jusqu'en 2022, on a fait assez peu de transformation d'une certaine manière. Et est arrivé ce qui devait arriver, hein, quand on fait une fuite en avant. En 2023, on a eu un incendie. Sur notre process. Pourquoi on a eu un incendie? Tout le monde courait partout, les process n'étaient pas écrits, les gens n'étaient pas forcément suffisamment formés, etc. Et en fait, c'était extrêmement douloureux, hein, ça durait 13 mois avant de réussir à vraiment redémarrer l'activité. Et là, on était face à un choix avec Erwan, se dire, OK, stop ou encore? On a dit encore. Ça nous a coûté de l'énergie et beaucoup d'argent, mais le stop ou encore, mais différemment. Différemment, c'est à partir de là on a commencé vraiment à faire de recruter des gens qui pouvaient nous épauler à plein d'endroits différents. Donc depuis 3 ans, on a énormément renforcé la structure. On s'est lancé dans une démarche ISO.
Donc, on est Mhm. certifié ISO depuis 2 ans maintenant. Notre machine de transformation aujourd'hui était un modèle unique. Et depuis, on a aussi travaillé à la sauvegarde de cette machine unique qui est sur 4000 mètres carrés. Hein. C'est une seule machine sur 4000 mètres carrés. Mais ça reste qu'une machine. Donc, s'il y a un organe qui casse, c'est la machine complète qui Mhm. est à l'arrêt. Et ce qui est arrivé avec l'incendie du four qu'on avait eu sur cette ligne. Et du coup, depuis quasiment un an maintenant, on a repris une entreprise qui avait justement une ligne similaire, donc à Angers, pour faire ça. Et on y a adjoint justement récupérer à la fois l'outil industriel et également on s'est ouvert un débouché sur le bâtiment. On ne le faisait pas. Historiquement, on était dans l'ameublement. On avait réussi, au bout de 5 ans de R&D, je vous dis, à développer l'automobile. Et le bâtiment, d'une certaine manière, c'est en reprenant les actifs à Angers qu'on a pu se lancer dans le bâtiment et qui est un gros consommateur de matière. Et c'est ça qu'on cherche. Aujourd'hui, Mhm. l'objectif et la finalité de Seconde Lie, c'est réussir à donner de la valeur à une matière qui n'en a pas. Ok. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, c'est pas forcément étonnant, mais euh, comment dire, ces cycles de vie finalement d'une entreprise où bah au départ on construit de rien, on est un peu moi ce que j'appelle le mode artisanal, où voilà on est vraiment dans cette vitesse. Alors toi t'appelles ça de la fuite en avant aussi, mais qui est bah oui, faut aller vite, faut essayer des trucs, faut voir ce qui marche, on peut pas se projeter trop à long terme, en tout cas construire une grosse machine de guerre au niveau des process alors qu'on est encore en train de le construire. Et puis, bah, à un moment, il y a des points de bascule parce que, bon, bah, vous, c'est l'incendie, mais des fois, voilà, ça peut être d'autres problématiques qui font qu'à un moment, bah, on prend quand même le mur. Comment on transforme une culture? Parce qu'une fois qu'on a passé plusieurs années à travailler d'une certaine manière, ça peut être un passage difficile de dire, bon, bah, maintenant, il va falloir qu'on se standardise peut-être un petit peu, qu'on réfléchisse un peu plus, qu'on mette un peu plus, je ne sais pas, de sécurité. Euh, Comment est-ce qu'on accompagne ce changement et cette transformation-là de culture? Alors, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur nos clients. Euh, je dirais que l'éco-organisme nous a appris à formaliser les choses, savoir gérer des volumes, être capacitaire sur des volumes et la traçabilité. Quand on a attaqué le milieu de l'automobile, c'était comment on est extrêmement pointu dans des chiffrages, parce qu'on négocie au centime près. Comment on est extrêmement pointu d'un point de vue technique. Ils nous ont énormément appris sur les bécanes qu'on utilise, parce qu'ils les connaissent par cœur. Et comment on met en place une organisation finalement assez lean, hein, de la qualité très opérationnelle, avec une structure qualité robuste et on laisse au maximum l'opérateur faire, mais on a un suivi le savoir-faire et les compétences de l'opérateur, on lui aura donné les moyens de contrôle, etc. Mais ajusté. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, typiquement dans le bâtiment, là, on apprend un peu l'optimisation supply chain, comment on arrive à livrer 150 magasins partout en France, gérer les camions, etc. Et enfin, la partie literie, c'est comment on arrive à créer un univers. Alors, et ça, c'est une gageure, hein, entre bonjour, on est second lit, on fait un matelas recyclé, et aujourd'hui, on a une gamme désirable, confortable et durable qui vient de l'économie circulaire. En fait, il y a tout un univers qu'il faut créer et quand on parle aux consommateurs ou aux distributeurs en B2B, en B2C, euh, il faut réussir à amener correctement les choses. Nous, on a la culture technique, on a la culture voilà, d'apporter des preuves de ce qu'on fait d'un point de vue environnemental, d'un point de vue technique. Mais je dirais que nos clients nous ont beaucoup appris justement dans la montée en puissance de Second Lit. Et moi, c'est dire que en fait, on va choisir nos clients qui vont nous faire progresser. Hmm. Ok. C'est intéressant de se dire, enfin moi j'entends deux axes, je les reformule, tu me dis si je suis à côté ou si c'était bien ça. C'est à la fois se dire, bah
on part à chaque fois finalement du cahier des charges et des attentes des clients, qui effectivement en B2B et en B2C ne va pas être le même. Bon, après, il y a toute la partie aussi marketing en B2C qui n'existe peut-être pas en B2B, ou en tout cas de manière très très différente. Et après, de manière très opérationnelle, tu l'as un peu dit, c'est finalement impliquer les collaborateurs, faire confiance à leur savoir-faire, mais aussi se servir d'eux pour conserver le savoir, écrire des process, etc. Et du coup, il y a à la fois ce cahier des charges qui arrive de l'extérieur et qui demande en fait à progresser, à devenir excellent, à devenir peut-être plus régulier. Je ne sais pas si c'était une problématique chez vous, mais plus régulier dans les matières qu'on va sortir, par exemple, ou dans la vitesse à laquelle on va la sortir, etc. Et s'appuyer sur les gens qui sont du terrain, en fait, de ne pas arriver avec des grands plans qui sortent d'un bureau on ne sait où et d'un coup de poser ça aux collaborateurs. Et finalement, le gars qui a fait ça depuis 5 ans d'une certaine manière, si on ne l'a pas impliqué dès le départ, ça ne marche pas très bien, quoi. Ouais, il y a effectivement ces deux axes et en fait, je trouve le choix du client, enfin je reviens sur le choix du client, c'est aussi un choix en connaissant nos forces et nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on va être bon? Où est-ce qu'on va être bon? Moi, j'ai souvent, j'ai plein de petits, c'est pas du tout péjoratif, mais des designers, des gens qui sont extrêmement concernés par l'économie circulaire et j'en félicite, qui viennent me voir pour acheter quelques bouts de mousse, alors que moi je vends au camion complet. En fait, je ne sais pas faire. Et j'ai mis du temps à accepter que en fait, je ne peux pas répondre à cette typologie de client parce que en fait, je désorganise beaucoup trop ma production, je perds les équipes, je brouille le message. Et c'est ça, en fait, cette écoute, en fait, et c'est justement mon rôle, ça va être de faire la synthèse entre ce que nous remonte le terrain, comment on évite le caillou dans les chaussures de l'opérateur, comment lui nous guide vers les endroits où ça va aller facilement, les endroits où on va être bon, et les endroits où ça va être ça va être plus dur. Et à côté, on essaye de trouver l'adéquation avec le bon type de client. C'est le client avec qui on sait qu'on sera en capacité de répondre favorablement à ses besoins. Ok, oui, c'est intéressant. Finalement, le message un peu là derrière, c'est il faut pas dire oui à tout. Il faut dire oui aux choses qu'on est capable de faire. Alors, il y a toujours des fois des petits challenges de se dire, tiens, si ça peut être une opportunité d'ouvrir, mais d'ouvrir une nouvelle matière, un nouveau client, une nouvelle méthodologie, mais sans que ça devienne quelque chose qui désorganise l'existant et qui va plus être un frein, en fait, finalement, qu'une opportunité à la fin. Donc c'est chouette ce discours-là aussi de savoir, finalement, faut savoir dire non quand on sait pas faire ou quand on décide de prioriser différemment la manière de travailler. Ouais, alors nous on a un tel positionnement un peu d'ovni dans tout le milieu. On est à la fois recycleur, producteur de produits finis. On ne sait jamais dans quelle case nous mettre, mais d'une certaine manière ça interpelle un peu. Et Erwan et moi, qui sommes les deux commerciaux de la boîte jusqu'à présent. Donc, on a pris un directeur commercial pour vendre justement toute la partie bâtiment depuis 6 mois. Mais depuis 15 ans, en fait, c'est Erwan et moi qui gérions le commerce. Et si on y passait 5% de notre temps, c'était le bout du monde. Ce qui fait qu'on n'a jamais fait de démarche commerciale. Ça a toujours été des demandes entrantes et qu'on analysait, à se dire ouais, on est capable, on n'est pas capable. Et c'est un vrai luxe, hein. Mais en fait, on est pas, enfin, de toute façon, c'est à la fois un luxe et en même temps, on n'avait pas la capacité de se payer un commercial pour aller vendre un produit qu'on n'avait pas encore vraiment développé. Parce que, en fait, on avance aussi en marchant. La matière, on a appris à la connaître, on a appris à développer les produits à partir de ça, etc. C'est intéressant parce que du coup, finalement, c'est une vraie culture de votre entreprise de se dire, on apprend, on capitalise sur ce qu'on sait faire, mais on n'essaye pas de survendre ou de chercher à développer des trucs complètement farfelus juste pour faire plus. Et ça vient peut-être du fait que vous êtes construit déjà sur un modèle qui n'existait pas, que vous avez inventé, que vous avez essayé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça montre à quel point l'expérience ancre aussi
des manières de penser, une culture vraiment d'entreprise j'ai l'impression que tu te poses plus la question aujourd'hui. En fait, ça te semble évident de te dire, bah oui, mais comment on va pas chercher les clients? C'est eux qui demandent, donc bah on sait faire, on sait pas faire, et puis on... c'est logique en fait pour toi. Euh, Oui, alors en fait, jusqu'à présent, c'était le cas. Maintenant qu'on a développé une gamme de matelas, on va commencer à aller prospecter pour vendre de matelas. Maintenant qu'on a développé une gamme de produits acoustiques, on va prospecter, on va vendre. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'avait pas de produits sur l'étagère, donc pas de produits, pas de vente, hein. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, il faut je reviens là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Un industriel, il se construit sur le temps long. Chaque nouvelle demande, c'est une adaptation de process. Nous, je sais qu'on a extrêmement sollicité les équipes pour s'adapter en permanence. C'est lourd, c'est lourd pour eux. Et oui, je tiens d'ailleurs à les saluer là-dessus. C'est que alors, ça marche plus ou moins avec certains services, avec certaines personnes, etc. Mais il y a globalement, effectivement, en fait, c'était une question vitale, en fait, d'être en capacité de s'adapter, d'être agile. Et oui, on l'a intégré. On l'a clairement intégré. Par exemple, à Angers, on a repris une société qui appartenait à un très grand groupe. Donc, on a racheté juste les actifs. On a réembauché les personnes qui étaient là-dedans, qui étaient habituées à avoir un process bien carré et on n'y déroge pas. Sinon, il faut demander 15 validations. Donc là, nous, on arrive avec notre culture plus agile, plus test and learn. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut tirer aussi de cette culture industrielle qui ronronne, entre guillemets. Donc voilà, il faut qu'il y ait une forme de perméabilité dans les deux sens. Et ouais, c'est bien pour prendre effectivement les points positifs finalement et ce qui va tirer vers le haut des deux côtés, parce qu'il n'y a jamais... il n'y a jamais une seule bonne réponse. Dans la flexibilité, c'est extraordinaire et bien sûr qu'il en faut. Et encore plus dans les contextes qu'on vit, que ce soit géopolitique, économique, etc. Tout va vite, donc il faut aussi être flexible, réussir à s'adapter un petit peu aux demandes au marché, mais sans vendre son âme, sans se perdre, sans être dans la surperformance en permanence, parce qu'à un moment ça marche et puis à un moment on épuise les gens et puis ça peut vite être la dégringolade aussi vite qu'on est monté en puissance. Donc c'est un numéro d'équilibriste un petit peu, toujours de garder à la fois cette flexibilité, cette capacité de réflexion et à la fois se dire bah oui, effectivement, dans des choses aussi très carrées, il y a aussi des choses à prendre pour optimiser un petit peu le savoir, optimiser ce qu'on sait faire et pas réinventer la poudre en permanence. C'est ça, il faut savoir faire des choix, il faut faire des arbitrages et on ne peut pas être sur tous les fronts. Est-ce que dans cette expérience, donc depuis le tout début, depuis l'ouverture, tu aurais vraiment un exemple, par exemple, d'un truc qui aurait super bien marché, une méthodologie, une manière j'en sais rien, de parler aux gens, quelque chose que vous avez testé, sur lequel vous y croyiez pas forcément beaucoup au départ, vous avez essayé et en fait maintenant c'est un de vos fondamentaux, ou à l'inverse, un truc où vous avez dit oh bah tiens on va faire comme ça, il n'y a pas de doute ça va marcher, et en fait le truc n'a pas du tout pris. Je te piège. Ouais, alors en fait il y en a pas un, il y en a 1000, donc je dirais le plus surprenant là-dessus, au-delà de la méthodo, c'est l'humain d'une certaine manière. C'est que en fait, l'humain est une source inépuisable de challenge. Je dirais 80 personnes, c'est un défi en soi. Et des personnes pour qui on s'est dit, bon, bah, c'est tout, c'est fini. Enfin, on a été au bout d'un cycle. Il est peut-être temps qu'on se sépare. 3 ans plus tard, la personne est toujours là et a retrouvé une énergie, et en fait est devenu un élément, un pion essentiel. Du coup, s'il y a un truc à retenir, ce serait peut-être comment on positionne notre regard. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être juste une histoire de regard. Et réussir à faire un pas de côté et regarder les choses différemment, ça va en parler.
qu'il n'y ait pas de tabou et avancer. Et ce qui est extrêmement vrai pour l'humain l'est aussi pour nos process et pour nos teams. Super. C'est une belle leçon. Moi, j'aime beaucoup mettre l'humain aussi au milieu de la performance, donc ça me va bien, ta réponse. Une dernière petite question. Si demain, tu avais un confrère qui a envie de, je sais pas, se lancer dans un process industriel qu'il connaît pas, on parle pas forcément du recyclage, on parle pas forcément des matelas, mais juste voilà, tu as un nouvel entrepreneur qui arrive dans l'industrie. Si tu avais vraiment un conseil, une chose à lui dire, ça serait quoi? Déjà, bon courage. C'est... Non, je vais pas. Je vais déjà essayer de sentir si. Enfin, après, ça dépend, mais je sais que. Ouais, il faut avoir une appétence au risque, il faut avoir un certain détachement, quelqu'un qui va être trop perfectionniste, parce que je suis pas forcément, en fait, va avoir un niveau de stress qui sera pas soutenable sur la durée. Donc c'est un tempérament. Je pense qu'il y a quand même une histoire de tempérament. Euh, et, euh, et quel conseil en fait, faut toujours avoir des convictions, mais faut aussi savoir les adapter parce qu'il y a un moment, la réalité, enfin, euh, déjà, faut avancer. Hein, oui, là-dessus, je retiens, j'ai vu dernièrement une petite citation de Mike Horn, hein, je suis grand fan, qui disait que l'aventurier ou en fait l'entrepreneur, euh, avant de se lancer, il va se poser les questions, il va connaître 10% du chemin et finalement, il va apprendre les 90% du reste en chemin. Et celui qui veut avoir 100% de certitude, bah, au final, il reste sur place. Donc, c'est un appel à se lancer, c'est un appel à y aller, mais faut quand même être armé, c'est pas un long fleuve tranquille, moi, quelque chose qui m'a aidé, en fait, j'ai appris à mes dépens, mais pour l'histoire du redressement judiciaire, etc., c'est pendant des années, les 7 premières années, moi, on me disait que la boîte fermait à la fin du mois, j'étais pas étonné. Enfin, c'était tellement compliqué que, en fait, j'ai intégré que la boîte pouvait fermer du jour au lendemain et qu'en fait, c'était pas grave, que c'était pas moi, c'était pas. J'aurais fait ce que je pouvais. Peut-être qu'on aurait pu mieux faire. Mais en fait, il y a un moment, faut se déculpabiliser. Tu n'es pas ton entreprise, l'entreprise n'est pas liée à toi non plus. Et du coup, je pense qu'il faut aussi s'apaiser par rapport à ça. Et à y mettre trop de sa personne, de temps en temps, on peut s'abîmer. Et c'est un marathon, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Top. Bon, bah, c'est des paroles encourageantes et j'allais dire terre à terre. C'est pas le mot que je cherchais, mais en tout cas, voilà, ancré dans le réel pour effectivement des futurs industriels. Allez-y, le chemin est beau, il secoue un peu, ne soyez pas étonnés, mais top. Et bien écoute, on arrive à la fin de cet échange. Merci encore beaucoup d'être venu nous partager un bout de ton expérience. Je mettrai en lien, en descriptif, le lien du site internet. Et aussi, si les auditeurs veulent voir éventuellement comment ça se passe un petit peu chez vous, je mettrai le lien direct d'une des vidéos qui est sur ton site internet et qui montre un petit peu les process. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous êtes en Et on Dromardèche... a les journées du patrimoine économique, ouais. Yes. Voilà. Alors, je parle encore de Dromardèche, mais peut-être que vous ouvrez aussi vos autres usines, ceci dit. Alors pour le moment, non, pas encore. Bon. Il y a primeur à l'Ardèche. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir visiter l'usine Seconde Lie de Flaviac lors des Journées du patrimoine économique. Donc, pour le public, ça sera le 3 octobre 2026. Pour s'inscrire, il y a un site internet, Journée du patrimoine économique, quelque chose Oui, comme ça. on mettra le lien. Ouais, top. Exactement. Super. Et merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, les auditeurs, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un commentaire ou en partageant l'épisode à votre réseau. Merci beaucoup et à très bientôt.
On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.